Et je demande à toute personne dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur appareil électronique. La commission est réunie afin de procéder aux consultations particulières et aux auditions publiques. La commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Non, Monsieur le Président, il n'y a pas de remplacement. Merci beaucoup. Ce matin, nous allons entendre Mme Maria Mourani. Alors, je souhaite la bienvenue à Mme Mourani. Je vous rappelle que vous disposez de 20 minutes pour faire votre exposé, puis nous allons procéder à une période d'échange de 25 minutes avec les membres de la commission. Mme Mourani, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, bonjour. Je tiens à remercier la Commission de m'avoir invité aujourd'hui pour partager mon expérience dans le domaine du trafic humain et de l'exploitation sexuelle des mineurs et dans l'ensemble aussi. Rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'a demandé de me présenter. Donc, je suis criminologue, sociologue. Je travaille depuis presque 20 ans dans le milieu gang de rue, crime organisé, trafic humain. Et depuis 2011-2012, je m'intéresse à l'engagement des jeunes occidentaux dans les groupes djihadistes. Donc, vous avez mon CV et si vous voulez avoir plus d'informations sur la firme de criminologie que je dirige, Mourani Criminologie, vous pouvez aller sur notre site Internet. Donc, dans le cadre de cette présentation, je vais, compte tenu du temps qui m'est alloué, je vais essayer je vais faire des bonds, je vais faire des bonds sur des acteurs que je considère importants dans le maintien de ce système d'exploitation et je vais aussi parler des victimes. Donc, je vais m'en tenir uniquement à l'exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales, parce que comme vous le savez, il y a d'autres formes d'exploitation de mineurs. Le premier principe que j'aimerais mettre de l'avant, avant que je vous parle vraiment des différents acteurs de ce milieu-là, c'est de faire attention au terme exploitation sexuelle des mineurs, que cela n'infère pas une idée qu'il existerait une prostitution choisie mineure, des mineurs. Quand on parle de mineurs, quand on parle d'adolescents et d'enfants, il n'y a pas de prostitution choisie. D'ailleurs, je vous dirais, ce qui est important aussi de retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir cette vision dichotomique de l'exploitation sexuelle, à l'effet que nous avons les mineurs d'un côté et les adultes de l'autre. Je pense qu'il y a plusieurs intervenants qui vous ont déjà dit que près de 80% des victimes d'exploitation ont été recrutées alors qu'elles étaient mineures, et c'est ce que je peux constater aussi sur le terrain. Donc, lorsqu'on parle d'exploitation sexuelle des mineurs, il faut comprendre qu'on parle d'agression sexuelle. C'est comme ça qu'il faut le voir, comme des agressions sexuelles, et que au Québec, c'est pas parce que tu payes pour avoir des enfants que t'es pas un pédophile, un hébéphile, t'es un agresseur sexuel. Et puis il faut que ça soit clair, parce que c'est pas si clair que ça dans le milieu, sur le terrain, et même dans la tête de ceux qui consomment ce genre de produits. Donc, il faut que ça soit vraiment très clair. Alors, pardon. Rapidement, je ne vais pas vous donner des chiffres parce que je pense que vous en avez eu déjà pas mal. Ce que je veux vous dire, par contre, sur les données que nous avons, elles ne sont que partielles. Et ça, c'est très important. Ce sont des données partielles des victimes détectées, des proxénètes détectés. Ce qui veut dire que tout ce que nous voyons pour l'instant, c'est la pointe d'un iceberg. Et je pense qu'il serait fondamental que l'on ait un recensement de l'industrie du sexe. Ça va nous permettre non seulement de savoir qu'est-ce qu'on a au Québec. C'est sûr qu'on ne saura pas tout ce qu'on a au Québec parce que c'est quand même une activité clandestine. Mais nous aurons des données un peu plus probantes si nous faisons un recensement de cette industrie-là, que ce soit au niveau des lieux d'exploitation, que ce soit les victimes, les proxénètes, etc. On a besoin d'un recensement. Alors, l'autre élément que j'aimerais porter à votre attention, c'est que lorsqu'on parle d'exploitation sexuelle, on ne parle pas seulement de prostitution, on parle de pornographie. Et la pornographie est un marché qui représente à l'échelle mondiale 100 milliards de dollars US par année. Et la pornographie
est tellement banalisé dans nos sociétés qu'il y a des actions importantes à mener, et je vais vous en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Alors, ce n'est pas, ce n'est plus un secret de polichinelle que de savoir que l'âge moyen d'entrer dans la prostitution au Canada, c'est 14 ans. Personnellement, la plus jeune victime que j'ai eue avait 14 ans, et parmi les femmes adultes que j'ai pu rencontrer, elles ont débuté à l'âge de 12 ans. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller dans des pays qui vendent des enfants pour avoir des enfants au Québec. Le Québec est une plaque tournante de l'industrie du sexe, comme vous le savez, mais c'est aussi une province de recrutement, de tourisme sexuel. C'est une province où on peut trouver un enfant comme une pizza, hein. On peut choisir qu'est-ce qu'on veut et comment on le veut. Donc, le problème est immense au Québec. On pense qu'il y a au Canada autour de 40% de mineurs dans cette industrie-là. Moi, je vous dirais ce que je peux constater à partir de mon propre échantillonnage. Je dirais entre 30 et 40% de mineurs au Québec. Ce qui n'est pas très différent des données nationales et ce qui n'est pas très différent des données internationales. Alors, parlons maintenant des différents acteurs. Je vais d'abord parler de je vous dirais de l'acteur le plus important dans ce système d'exploitation qu'on a beaucoup négligé, qu'on parle beaucoup des proxénètes, mais l'un de ces acteurs-là qui est bien sûr celui qu'on nomme le client, qu'il ne faudrait d'ailleurs, quant à moi, ne même plus appeler comme ça, ce sont des prostitueurs, si vous voulez, des clients abuseurs. Ces individus-là, quand on parle d'exploitation de mineurs, ce sont des pédophiles, ce sont des hébéphiles, ce sont des individus qui cherchent ce type de produit-là. Et je dis le mot produit, marchandise, parce que c'est le mot qui est employé dans ce milieu-là. C'est plus des êtres humains, c'est plus des enfants, c'est plus des adolescents. Donc ces individus appartiennent à toutes les classes sociales. Ce sont majoritairement des hommes qui possèdent de l'argent, du pouvoir, ou qui n'en ont pas forcément énormément, hein. Donc c'est monsieur tout le monde. On les retrouve, pour vous dire, dans les enquêtes que j'ai pu faire, on les retrouve dans tous les corps professionnels. Des corps professionnels de pouvoir, comme des politiciens, des corps professionnels artistiques, pompiers, restaurateurs, vous en avez partout. Mariés, pas mariés, célibataires, veufs, avec ou sans enfants. Donc, monsieur tout le monde, tout simplement. Alors, monsieur tout le monde, au fond, qu'est-ce qu'il représente à l'échelle canadienne? Il y a très peu d'études là-dessus. L'une que je retiens est celle de Poulain, qui parle de à peu près 11% d'hommes qui achèteraient du sexe au Canada. Donc, quand on se compare, vous allez me dire, on se console, parce que quand on parle des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., donc des pays qui ont légalisé ou normalisé la prostitution, on se retrouve avec des pourcentages de 60, 70, 80% de prostitueurs. Oh, et presque pas mal d'hommes qui consomment. C'est quand même... Donc, au fond, la légalisation amène cette banalisation-là qui contribue à l'augmentation de cette consommation-là. Alors, au niveau du prostitueur, que pouvons-nous faire? Moi, je vous dirais, on a déjà tous les outils législatifs pour agir sur ces individus-là. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre. Et pour moi, c'est quand même une journée assez historique parce que la loi C-36 a été mise en application le 6 novembre 2014. Donc, je vous dirais, l'élément fondamental pour mettre, si vous voulez, à mal cette industrie-là, c'est de s'attaquer à la clientèle. Ça, c'est fondamental. Et il ne faut plus avoir peur d'avoir peur. Il faut s'attaquer au client, quel que soit son statut social, quel que soit son pouvoir et quelle que soit sa richesse. Il n'y a personne qui doit être impuni. Ça doit cesser cette difficulté-là que moi je constate sur le terrain. Et pendant longtemps, avant que cette loi ne soit mise en application, pendant longtemps, on a ciblé les proxénètes et les personnes prostituées.
Et encore là, il y avait cette impunité de ces prostitueurs-là. Alors, l'application systématique de C36, mais aussi, il faut donner les moyens. Moi, ce que je constate, si on prend par exemple l'équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme, ils ont le mandat de s'occuper des prostitueurs. Mais lorsqu'on regarde les données, par exemple, du DPCP, il y en a pas beaucoup d'arrestations de clients là. Je vous donne un exemple de novembre, disons décembre, à peu près décembre 2014 à juillet 2019, donc tout récemment, on parle de 233 individus accusés d'achat de services sexuels au niveau adulte. Alors on ne sait pas plus pour les mineurs, enfin moi j'ai pas l'information pour les mineurs. Et dans ce 233, ce que les données du DPCP nous disent, c'est que ça se peut qu'il y ait des individus qui ont été ajoutés 2-3 fois. Donc ça veut dire que c'est encore moins que 233. Alors si on se compare avec Edmonton, Edmonton, on parle de plus de 40% d'arrestations de clients. Donc ils ont développé à Edmonton cette culture-là de dire on va s'attaquer aux prostitueurs. Et je pense que nous sommes rendus là. Après 5 ans, nous sommes rendus à cette étape-là. Et j'estime que ce serait un bon move de faire en sorte que les différents corps policiers puissent avoir comme une équipe, une cellule à l'intérieur de leur équipe qui s'occupe uniquement d'actions, d'opérations clients. Bien sûr en partenariat, parce qu'il ne faut pas travailler en silo, on se comprend. Donc il faut avoir ce genre d'action à l'intérieur même des grandes équipes de lutte au proxénétisme et que ça devienne de manière systématique. Maintenant, à partir du moment où on fait des arrestations clients, il faut faire attention. Bon, il y a ceux qui consomment des mineurs et ceux qui consomment des adultes. Ceux qui consomment des adultes, on a C36 avec, bien sûr, l'achat de services sexuels et généralement, ces prostitueurs-là, à partir du moment où ils sont identifiés, passent devant le juge ou même aient une amende, ça suffit à les freiner, ça suffit à diminuer et même éradiquer, j'aime pas trop le mot éradiquer parce que c'est trop absolu, mais disons à diminuer la récidive. Par contre, lorsqu'on parle de prostitueurs de mineurs, là, on est dans un autre créneau. Là, on est dans de la pédophilie, on est dans l'agression sexuelle sur mineurs. À ce moment-là, je pense que les accuser seulement d'achat de services sexuels est une aberration. Il faut que ces individus-là aient des charges d'accusation d'agression sexuelle sur mineurs parce que c'est ce que c'est, une agression sexuelle sur mineurs. L'autre point concernant des équipes qui s'occuperaient uniquement d'opérations clients, c'est sûr qu'il faudrait penser à les financer. Alors c'est au gouvernement de décider et de voir qu'est-ce qui est possible de faire. L'autre acteur qu'on ne parle presque pas, mais qui est un acteur important, c'est ceux que j'appelle les bénéficiaires secondaires. Alors eux, c'est tous les hôtels, bars, motels, restaurants, grands événements, la F1, on la connaît tous. Le Grand Prix de Montréal est un pôle d'attraction du trafic humain au Canada. On le sait, on l'a dit, on l'a redit. Et il n'y a pas grand-chose qui est fait en ce sens-là pour, disons, changer l'image de la F1. Même si très récemment, cet été, on voit que la nouvelle direction essaye quand même de changer les choses, ce qui est positif, ce qui est bien. Et je m'attends à ce qu'ils fassent encore plus de choses. Parlons des hôtels et des bars. C'est pas vrai que c'est seulement les petits motels miteux. La prostitution, là, il y en a dans les 5 étoiles. OK? Alors, dans les miteux, c'est sûr que c'est plus facile de louer 2-3 chambres, puis de faire ce qu'on appelle des in-call, c'est-à-dire que la fille est dans le motel, puis elle attend que les clients défilent, très souvent 10, 15, 20 clients. On voit bien le topo. La direction, peut-être n'est pas au courant, peut-être elle l'est, mais en tout cas, le gars qui donne la clé des chambres, il doit en avoir une petite idée. Mais on peut toujours donner le bénéfice du doute. Mais ce que je constate, c'est que vous avez ceux qui jouent à l'autruche, et puis vous avez les complices.
Donc, vous avez des individus qui sont des employés dans ces hôtels-là, que ce soit des motels miteux ou que ce soit des hôtels de luxe, qui réfèrent des agences d'escorte, qui ont des barchiches ou des à côté avec ça. Donc, ce sont des employés. Ça peut être le concierge, ça peut être le barman, ça peut être n'importe qui dans la place. Le propriétaire n'est pas forcément au courant, mais c'est des individus qui travaillent avec des proxénètes et qui réfèrent. Donc là, on se retrouve dans le out call, c'est-à-dire le client est dans le prostitueur est dans sa chambre et la fille vient. Donc les bars, les hôtels, les restaurants, tout ce beau monde-là profite de cette industrie-là. Et moi, je pense qu'ils sont imputables. Et je proposerais qu'on ait au Québec une stratégie québécoise de lutte à la traite des personnes et que cette stratégie contient bien sûr plusieurs éléments, dont cet élément-là de dire, nous autres, on va créer un label qui s'appelle Québec sans prostitution pour les entreprises. Et toutes les entreprises qui font des actions bien précises pour lutter contre ce phénomène-là dans leur entreprise, dans leur lieu physique, ils vont avoir un crédit d'impôt, ils vont avoir ce label-là, Québec sans prostitution. Ceux que nous allons savoir qu'ils sont des entreprises délinquantes ou ne font pas grand-chose, ne veulent rien savoir, écoutez, c'est des amendes. Alors, comment cela peut être mis en place? Je ne suis pas une experte des lois provinciales, mais je me suis dit, si on a un code civil, si on a un code de la route avec une description de tout ce qu'on peut pas faire avec une voiture et de tout ce qu'on doit faire, avec des amendes, etc., qu'on peut aller au criminel ou par voie sommaire, le code de la route, il est provincial. Alors, peut-on penser, envisager, est-ce que c'est possible de faire un code de gestion de toutes ces entreprises-là dans une stratégie globale de traite à l'exploitation sexuelle, traite des personnes au Québec? Donc ça, c'est un élément que je voulais vous amener. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Monsieur le Président. 3 minutes 30 secondes. Wow, ok, d'accord. Alors, ce que je vais faire, je ne pourrais pas vous parler du recrutement, j'aurais bien aimé, mais je vais aller directement dans la stratégie et vous amener quelques points que je pense qu'il pourrait être intéressant de mettre dans cette stratégie de lutte à la traite des personnes. Et j'aurais aussi aimé vous parler un peu de la gestion de ces jeunes à l'intérieur des centres jeunesse. Donc, si ça intéresse quelqu'un, vous pourrez me poser la question. Ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, au fond, dans cette stratégie nationale-là, il faut qu'il y ait une politique de tolérance zéro à l'exploitation sexuelle, quel que soit l'âge des victimes. L'autre point aussi qui serait important, c'est qu'on ait un fonds d'aide aux victimes d'exploitation sexuelle qui permettrait de donner une aide directe à ces personnes-là. Et aussi de financer, bien sûr, les organisations qui aident ces femmes-là à sortir de la prostitution. Et je dis bien à sortir de la prostitution. D'autre part, il serait important que dans cette stratégie-là, on établisse clairement que l'exploitation sexuelle au Québec est inacceptable et l'exploitation sexuelle des mineurs est une agression sexuelle. Il faudrait que ça soit clairement dit. L'autre point qui pourrait être très important d'amener, c'est bien sûr une modernisation de la loi sur l'IVAC. Alors moi, ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est que les victimes d'exploitation sexuelle ne sont soit pas acceptées, soit très peu acceptées, et pas à cause de l'exploitation sexuelle, mais parce que elles ont eu des voies de fait, tentatives de meurtre, etc. Donc, sur d'autres chefs d'accusation, qui fait qu'elles ont pu avoir un psychologue et avoir de l'aide de l'IVAC. Alors, je pense qu'il y a une modernisation de l'IVAC à faire, au niveau non seulement d'ajouter l'exploitation sexuelle dans la fameuse annexe sur les différents délits, mais aussi de voir si dans le code criminel, il n'y aurait pas d'autres infractions à ajouter, d'une part. L'autre élément que j'amènerai sur l'IVAC, il y a une disposition dans la loi sur l'IVAC qui dit que le délit doit être commis au Québec. Moi, je vous dis, ça serait pas applicable à la traite de personnes ou à l'exploitation sexuelle, parce que le principe même de la traite, c'est d'exporter les marchandises d'une province à l'autre, d'une ville à l'autre, etc. Donc, faudrait pour ce type de criminalité-là, faudrait l'adapter en fait ce point dans la loi actuelle de l'IVAC. Ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas que l'IVAC, une modernisation de la loi de l'IVAC,
devient conditionnel à avoir une aide du fonds d'aide aux victimes. Ces personnes-là vivent énormément de précarité et il serait bien qu'elles puissent avoir accès à l'IVAC, mais aussi accès au fonds d'exploitation si ce fonds est mis en place. L'autre point, c'est, je vous dirais, 2 éléments importants. Il serait important d'avoir un tribunal spécialisé sur l'agression sexuelle, mais aussi spécialisé sur l'exploitation sexuelle, parce que agression sexuelle, exploitation sexuelle, là, c'est juste le fait qu'on paye qui fait la différence. That's it. Ce sont des agressions sexuelles. Donc, il faudrait avoir un tribunal spécialisé, parce que au cours de ma carrière, j'ai constaté que les victimes avaient beaucoup de difficultés à dénoncer. Pas seulement, oui, à cause de la peur qu'elles ont envers le proxénète, mais aussi à devoir passer à travers des tribunaux. Ça, c'est pour eux, c'est vécu comme une double victimisation, et je pense qu'il est fondamental de pouvoir aller vers un tribunal spécialisé. L'autre point que j'amènerais. En conclusion, s'il vous plaît, Mme Mourani. C'est fini, hein? Oui, okay. Si vous voulez conclure, je vous permets de conclure. Le logement. Le logement. Au Québec, on a un manque criant de maisons d'hébergement spécialisées pour les victimes d'exploitation sexuelle. Et après une recherche que j'ai faite sur 548 femmes qui ont répondu à un questionnaire sur les besoins et le logement, elles disent tous qu'elles aimeraient ça avoir leur logement, mais à coût modique. Donc, il faudrait penser à voir comment on pourrait améliorer la loi sur le logement pour favoriser un peu ces femmes-là et aussi financer des maisons d'hébergement. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre exposé, Mme Mourani. On va commencer la période d'échange avec les membres de la commission. Et le député de Vachon a une question pour vous. Alors, je vais me permettre une question, je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent. Je profite de votre présence comme criminologue. On a entendu nos collègues d'Edmonton qui sont venus nous parler de mesures de rechange. Je comprends très bien la notion avec des mineurs, le côté criminel, puis ça, je pense qu'on est tous à la même place. Mais pour des adultes, la mesure de rechange qu'ils ont, qui est le John School, donnait des résultats intéressants. Il y avait 80% des gens qui avaient pas de récidive, ou en tout cas qui n'avaient jamais été pincés par la suite. J'aimerais vous entendre là-dessus, avec votre connaissance en criminologie, ce que vous pensez de mesures de rechange qui s'attaquent à nos clients abuseurs que vous appelez des prostitueurs. Tout à fait. Moi, je vous dirais, je suis tout à fait en accord. Parce que ce qu'on constate, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la très, très grande majorité des prostitueurs, lorsqu'ils ont une intervention, que ce soit une amende, que ce soit le fait d'aller dans une mesure réparatrice, etc., le taux de récidive va chuter de manière drastique. Parce que ce ne sont pas forcément des personnes criminalisées et ce ne sont pas forcément des personnes qui ont des perversions sexuelles. Donc, au fond, une intervention de ce type, comme il est fait à Edmonton, fait en sorte de diminuer la récidive sans qu'on rentre dans une criminalisation attelage des individus. Donc, ce sont des mesures que je favoriserais beaucoup pour ce type de clientèle-là, bien sûr. Merci beaucoup. Merci Député de Schlager-Maisonneuve. Merci, M. le Président. Bonjour. Merci de votre témoignage. C'est très apprécié. Je cherche à bien comprendre la question du client abuseur. On fait tout le monde bien la distinction entre les situations d'exploitation sexuelle pour les mineurs puis bon, les majeurs. Mais est-ce que les clients, eux, comment je dirais ça, vont exclusivement juste vers des mineurs ou des majeurs ou indistinctement consomment les deux? C'est une très bonne question. En fait, vous avez 2 catégories, et 2 catégories qui sont difficilement discernables. On peut pas couper au couteau. C'est que vous avez des pédophiles et des hébéphiles dont le but est vraiment d'avoir des enfants ou des adolescents qui ressemblent à des enfants. Donc eux, c'est très clair leur préférence sexuelle, si vous voulez. Mais vous avez quand même une bonne proportion de ces clients-là qui vont pas forcément dire qu'ils veulent des mineurs, mais qui ont des fantaisies envers les mineurs. La très grande majorité des victimes que moi j'ai rencontrées, quand je leur posais des questions sur le genre de gars qu'ils voient, ils me parlaient bien sûr de ceux qui avaient ces préférences-là, sexuelles-là pour des mineurs, mais de tous ces hommes qui, au fond, d'un premier abord, ne sont pas forcément des pédophiles, mais fantasment
sur des petites filles de 14-15 ans. C'est particulier à dire parce qu'on se dit à partir du moment où tu fantasmes sur des 14-15 ans, tu peux passer à l'acte. C'est peut-être ça ta préférence sexuelle. Mais non, parce que c'est des hommes qui vont partir avec des femmes adultes. Ils sont capables d'être en relation et d'avoir des relations sexuelles avec des femmes adultes. Mais quand ils vont aller voir les personnes prostituées, ils vont demander, par exemple, qu'elles s'habillent en petite fille, se rasent, etc. Et parfois, ça dérape. Donc, ces gars-là, on peut avoir des gars comme ça qui ne sont pas forcément des pédophiles ou identifiés avec des perversions, qui se retrouvent avec des mineurs, qui franchissent, si vous voulez, la ligne. Alors, elle est très difficile à... Oui, elle est très floue. Justement, et n'importe qui peut basculer, en fait. Quand vous parlez de 11% d'hommes au Canada qui consommeraient qui achèteraient du sexe, est-ce que donc, dans cette proportion-là, on peut imaginer que c'est la moitié, plus de la moitié qui ont ou qui consomment du sexe de mineurs? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'on n'a pas des données. On a très peu de données sur les prostitueurs et le peu de données que nous avons, on n'a pas de différence entre mineurs et adultes. Maintenant, on peut faire des suppositions, d'où l'importance d'avoir un recensement, d'où l'importance d'avoir un recensement pas seulement sur les proxénètes puis les victimes, mais aussi sur les prostitueurs pour savoir c'est qui ces gars-là qui vont aux mineurs, puis c'est qui va chercher en fait de la prostitution dans son ensemble. Maintenant, il faut savoir qu'on parle de 30 à 40% de mineurs dans cette industrie-là. Ouais, quand on parle de presque la moitié, là, je pense qu'il y a pas mal de clients. C'est ça. Sinon, ça ne marcherait pas le business, à mon avis. En effet. Dernière question. Il y a des groupes qui sont venus avant vous qui nous disaient que la majorité, puis vous l'avez confirmé, l'entrée en moyenne était à 14 ans. Oui. Mais il y en a qui parlaient que la sortie était presque tout le temps dans la majorité. Est-ce que c'est ce que vous avez observé aussi? C'est vrai, tout à fait. Je ne serais pas capable de vous dire quelles sont les proportions, mais je constate parmi les victimes que moi je rencontre, et ça fait quand même plusieurs années là que j'en rencontre, c'est toujours le même modus, c'est-à-dire elles sont recrutées mineures, puis elles arrivent à s'en sortir quand elles ont dans la vingtaine, et parfois elles peuvent s'en sortir quand elles sont mineures parce qu'il y a eu des opérations policières pour les extraire de ces réseaux-là. Habituellement, les mineurs que moi je constate qui ont réussi à s'en sortir à l'âge mineur, donc qui ont subi cette exploitation-là beaucoup moins longtemps que celle qui sort à l'âge adulte, c'est parce qu'il y a eu des opérations policières, des parents qui ont dénoncé, des parents qui ont suivi à la trace et qui ont été très persistants. Donc, ces proxénètes-là n'aiment pas la pression. Alors, quand on a des parents qui vont être sur le dos de leurs jeunes et qui vont j'ai des parents qui sont allés taper à la porte du proxénète pour dire « tu vas laisser ma fille », etc. Quand ils ont ce genre de situation-là, ça les embête. Alors, ils préfèrent mettre celles qu'ils appellent qui ont du trouble. Ils vont les laisser partir, mais c'est extrêmement rare. Je vous parle de cas vraiment rares. Parce que la plupart du temps, ils vont les pitcher en Ontario, à Niagara Falls ou à Toronto, justement pour qu'on perd un peu leurs traces, quoi. Merci beaucoup. Grand plaisir. Député de l'Acadie. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, Mme Mourani, pour cette intervention auprès de notre commission. Je pense qu'elle est essentielle. J'ai plusieurs questions. Je vais vous demander des réponses courtes parce que je pense que j'ai des collègues aussi qui en ont. Et je veux parler des clients abuseurs, des prostitueurs, comme vous les appelez. Et je veux et je constate depuis, ça fait 2 jours, là, puis c'est la 3e journée, que on n'a pas. Il va falloir qu'on soit très agressif, puis il va falloir qu'on pense à côté de la boîte, comme on dit, là. Puis il va falloir qu'on ait des mesures, qu'on propose des mesures vraiment agressives, parce que s'il n'y a pas d'acheteurs, on va diminuer l'exploitation sexuelle des mineurs. Je pense aux hôtels, aux bars. Il devrait peut-être y avoir une taxe à la lutte contre l'exploitation sexuelle. Il y a une taxe sur l'habitation. Je sais que les ministres des Finances n'aiment pas les taxes dédiées, mais peut-être que ce serait ça aussi le moyen, parce que ce serait des gens qui utilisent des hôtels, donc qui viennent souvent de l'extérieur, des touristes, qui paieraient pour nous aider à la lutte contre l'exploitation sexuelle. Comment on peut arriver à faire en sorte que le client abuseur soit tellement gêné que ça dissuade d'autres clients abuseurs?
Est-ce que c'est un registre où on plaque sa photo sur un site ou un site web où on plaque sa photo, puis tout le monde sait qu'il l'a fait? La société ne peut plus tolérer ça. Puis il faut qu'on trouve des moyens originaux. Avez-vous vu ailleurs dans le monde, dans vos lectures, dans ce que vous avez observé, des idées pour nous aider à arriver avec des recommandations qui seraient vraiment là par rapport aux clients abuseurs? Très bien. Il y a plusieurs points qu'on peut mettre en place. D'abord, une campagne québécoise attelage sur l'exploitation sexuelle, mais dont le message s'adresse directement aux clients. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des prostitueurs qui c'est pas qu'ils savent pas, mais c'est dans leur tête, c'est pas très, ils sont pas des criminels, c'est pas un problème. Donc, il faut avoir des campagnes, comme on le fait pour le cannabis, pour le textage, etc., pour la violence conjugale, où on informe ces gars-là que c'est tolérance zéro. Donc, déjà, avec ça, on va avoir un certain impact, parce que c'est du monde qui n'ont pas le goût d'être devant les tribunaux. Être devant les tribunaux, se faire arrêter par la police. Et je vous donne un exemple, le projet Cyclope, qui était un projet de la police de Montréal, qu'on avait implanté dans certains quartiers, qui demandait aux citoyens d'appeler ou même de remplir un formulaire en ligne pour dénoncer, pour donner la plaque d'immatriculation d'un client. La police appelait ce gars-là à la maison. Je peux vous dire que c'était assez dissuasif, merci. Donc, ça nécessite pas beaucoup de choses, hein. Mais bien sûr, c'est une certaine clientèle, hein. C'est un certain profil d'hommes qui vont, disons, réagir à ça. Il y en a d'autres qui sont plus coriaces, qu'il faut être beaucoup plus agressif. Donc, les arrestations, des campagnes de sensibilisation adressées à ces personnes-là, mais aussi adressées aux familles pour qu'ils puissent faire de la prévention auprès des jeunes. Moi, je pense que le gouvernement du Québec devrait demander au gouvernement fédéral de faire en sorte que dans les aéroports, il y ait des grandes pancartes qui disent au Canada, l'achat de services sexuels est interdit. Moi, j'en ai jamais vu encore. Je ne sais pas si c'est en place. Alberta, je pense. Mais en tout cas, il faudrait que ça soit... Moi, je n'en ai pas vu au Québec. Il faudrait qu'on en ait déjà, donc ces campagnes-là. D'autre part, je pense que c'est plus nous allons en arrêter, et plus nous allons médiatiser ces arrestations-là, plus ces gars-là vont soit arrêter, soit faire encore plus attention. Mais une chose est sûre, c'est la pression qui va avoir cette espèce de non-impunité. Je pense que c'est par nos actions de non-impunité et les actions policières, et bien sûr le financement pour pouvoir le faire, qui va amener du changement. Puis, vous voyez par exemple en Suède, ça fait depuis 1990 qu'ils le font. Ils n'ont pas eu besoin de beaucoup de, comment dire, ils n'ont pas eu besoin d'être trop méchants là. Ils ont appliqué leur loi. Ils ont appliqué la loi de manière systématique. Et puis ils ont fait des mesures réparatrices. Et pour les pervers, ils leur ont même offert des thérapies. Donc ces gens-là, quand ils étaient arrêtés, ils avaient des accusations et ils étaient dirigés vers des thérapies pour soigner leur perversion. Même si on sait que c'est plutôt difficile. Mais bon. Alors, sur l'IVAC, je pense qu'on a bien entendu votre message. Le message, on l'a eu hier puis avant-hier, puis j'espère que les gens du ministère de la Justice ont déjà pris leur crayon et sont en train d'écrire un changement à la loi, là, parce que ça va arriver. Je termine ma dernière question sur les grands événements. Oui. Les grands événements sont abondamment subventionnés par le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral. Est-ce que ça serait une idée intéressante de cocher sur de dire aux grands événements, bien votre subvention vient aussi avec un engagement de votre part de faire aussi une campagne de sensibilisation ou de participer à cette lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs? Tout à fait, tout à fait. Il faudrait que le gouvernement du Québec, à partir du moment où il donne de l'argent à des entreprises, oui, bien que ces entreprises-là soient imputables dans le cadre de cette grande stratégie de lutte à l'exploitation sexuelle. Oui, je pense que les subventions devraient être, ils devraient être imputables face aux subventions que le gouvernement leur donne. Et en plus de ça, ils devraient faire la démonstration des actions réelles qu'ils ont fait. Parce que je vais vous donner un exemple. C'est bien beau de dire que, bon, pour la F1, on va faire en sorte que les filles qui travaillent à la F1 sur le site ne soient plus habillées avec des petits shorts qui rentrent dans les fesses, puis des petits hauts comme ça.
c'est beau, c'est bien. On va les habiller différemment pour enlever cette hypersexualisation, etc. C'est un bon geste, mais il y a plus que ça. Plus que ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Mourani, on va essayer de garder nos réponses courtes. Oui. J'ai un défi, j'ai encore 7 questions dans le peu de temps qui nous reste. Alors, député de Les Plaines. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Mme Mourani, pour votre présentation et votre mémoire est choc. On va le dire comme ça. Les mots sont directs quand vous parlez de dressage. Ouais. Bon, je vais aller rapidement parce que vous proposez des solutions qui sont vraiment intéressantes, qui nous ont été dites de d'autres façons, mais franchement, c'est intéressant. Je voudrais vous entendre parler parce que vous dites que faisons-nous pour contrer le web? Oui. Alors, il y a deux façons là, que je le vois. Il y a le consommateur et il y a aussi celui qui place en ligne. Tout à fait. Il y a des façons de camoufler tout ça, le dark web et tout. Je voudrais vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Ben, merci beaucoup de cette question. Tout à fait. Écoutez, le web est devenu non seulement un lieu de vente, et ça on le savait un petit peu, mais un lieu de recrutement, surtout chez les jeunes. Parce que comme vous le savez, les jeunes, ils sont sur les médias sociaux. Donc, Facebook, Snapchat, Instagram, des fausses annonces sur Kijiji, de mannequinat, de serveuses, etc. Donc, c'est devenu un lieu où les proxénètes, non seulement recrutent, mais ils n'ont même plus besoin de trop se fatiguer pour recruter parce que les filles s'exposent carrément sur Internet. Et ils peuvent même analyser le pedigree de ces filles-là et puis trouver la bonne cible. Et ils ont plusieurs profils, plusieurs avatars. Ils se font passer pour des filles, pour des gars, etc. Donc, on a un gros problème avec ça, avec le web. Et je vous dirais, la solution, elle n'est pas facile. Parce qu'il y a la famille, il y a les parents qui ont un rôle à jouer dans ça. Et quand on parle des jeunes, c'est beaucoup de la prévention. Prévention. Et moi, ce que je dirais, pour avoir vu qu'est-ce qui se passe, par exemple, au secondaire et au primaire, j'ai constaté qu'au primaire, c'est tabou. Carrément, c'est carrément tabou, là, de parler de prostitution. J'ai même proposé à certaines écoles de parler aux jeunes disons, de 5e, 6e année, puis il y a des façons d'en parler. C'est difficile pour eux, mais pas seulement pour les directions d'école, pour les parents. Il y a eu des formations que je proposais, par exemple, dans des écoles primaires pour les parents. Sur 400 personnes, s'il y en avait 20 dans la salle, on était bon. Donc, monsieur, madame, tout le monde, dans leur tête, c'est quelque chose qui ne les arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais à leur enfant. Parce que ça, c'est la petite fille démunie du métro qui a quitté la région, le fameux image préjugée, alors qu'au fond, les victimes viennent de tous les milieux sociaux et sont de tous les quartiers, autant des écoles privées, écoles publiques. Donc, il y a de la sensibilisation qu'il faut qu'il soit fait dans les écoles primaires et secondaires. C'est comme ça qu'on peut protéger nos enfants, parce que quand ils vont aller sur le web, il y a beaucoup de prévention qui se fait sur comment être sur le web. Actuellement, au Québec, on en a une panoplie, que ce soit de ne pas t'exposer, etc., comment faire pour détecter. Mais on ne parle pas de prostitution. On leur dit pas que, au fond, oui, c'est vrai que ça peut être utilisé pour du sextape, là, on peut les utiliser de différentes manières, mais le mot prostitution, le fait qu'on peut te recruter sur Internet, même dans les documents qui font de la prévention sur le web pour les jeunes, je le vois pas. Donc, moi, je pense qu'il va falloir qu'on trouve le moyen, soit au secondaire par le biais de l'éducation à la sexualité, on en parle un petit peu, mais il y a pas un chapitre juste sur ça pour montrer les techniques de recrutement, etc. Et au primaire, moi je vous le dis personnellement, j'ai 2 garçons, et puis dès l'âge de 10 ans, je leur ai parlé des gangs puis des proxénètes. Parce que les garçons aussi doivent être éduqués. La pornographie, il faut qu'on parle de pornographie à nos jeunes. L'éducation sexuelle des garçons, on dit que ça, à partir de 12-13 ans, les garçons regardent la pornographie. Donc qu'est-ce que la pornographie leur apprend ? L'homme dominateur, la femme esclave sexuelle, avec toutes sortes de formes de sexualité. Ben, les garçons, ils s'attendent que la petite fille de 11-12 ans lui fasse une fellation. On n'est même plus au petit bisou, là. Donc, on a un problème de société assez intense au niveau de l'hypersexualisation, de la pornographie et de la prostitution. Mais tout ça est lié. Tout ça est lié. Alors, c'est beaucoup de la prévention que je proposerais, parce que le web, bien sûr, nous avons des policiers qui sont sur le web, qui font leur job. Mais je peux vous dire que le dark web, là, c'est autre chose.
Parce que vous parlez de recensement et, bon, les lieux, on le sait, c'est de plus en plus, justement, sur le web. Il y en a de moins en moins sur la rue, dans les parcs et tout ça. Il y en reste encore, mais pour le juvénile, ça passe beaucoup par le web. Donc, dans le recensement, ça en fait partie aussi. Tout à fait. On doit avoir un portrait aussi de cette vente, mais aussi de ce recrutement, de l'achat qui est fait sur le web. Et je vous dirais même, le recrutement, on a l'habitude d'entendre les parcs, les métros, mais les centres jeunesse. Les centres jeunesse sont des lieux de recrutement, à l'intérieur des murs et à l'extérieur des murs. Les centres jeunesse, là, le grand problème actuellement que moi je constate avec les centres jeunesse, c'est que d'abord, il n'y a pas d'homogénéité. Il y a des régions qui ont une expertise sur l'exploitation sexuelle et qui savent comment faire avec les jeunes. Puis il y a des régions où ils n'ont aucune formation, aucune connaissance. Ce qui fait que la plupart des victimes qui sont passées par les centres jeunesse que moi j'ai rencontrées m'ont dit une chose, c'est qu'elles sont traitées comme si elles avaient des problèmes de comportement. Ce qui veut dire que on met des jeunes qui ont des signalements de prostitution avec des jeunes qui ont des problèmes de comportement ou autres problèmes. Ce qui fait que le recrutement, il est à l'intérieur des murs. Donc, il faut créer des unités spécialement pour les victimes d'exploitation sexuelle, avec des plans d'intervention, des psychologues. Moi, je vous donne l'exemple, j'ai des filles qui m'ont dit, des parents aussi qui m'ont confirmé, qu'avant que leur fille ait vu un psy, ça a pris 6 mois. Ça n'a pas de bon sens. Écoutez, le psy, c'est la base même de ce problème-là. Il faut que ces filles-là puissent rencontrer rapidement des psychologues. Donc, tout ça pour vous dire que le recrutement, il se fait partout dans les lieux physiques, écoles, autour des écoles, etc., les stations, mais le web aussi, et les centres jeunesse, qui est une zone de recrutement que les proxénètes connaissent très bien, ça je peux vous le dire. Il y en a même qui louent des appartements, là, pas très loin des centres jeunesse, juste pour voir les recrues, les nouvelles recrues, mais aussi leurs propres recrues qui sont à l'intérieur des murs. Donc, les filles qui passent à travers les centres jeunesse dans des régions où il n'y a pas de traitement, où il n'y a pas d'expertise, elles ressortent avec une colère incroyable parce que pour elles ont été traitées comme des criminels, comme si elles avaient des problèmes et non pas comme des victimes. Donc là, on a un petit problème aussi à régler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de passer à la prochaine question, écoutez, vous êtes super intéressante. On va manquer de temps. Je demanderai le consentement pour acheter 15 minutes à notre période avec Mme Mourani. Bien entendu, si vous pouvez rester avec nous. Est-ce qu'il y a consentement? Donc, on va poursuivre jusqu'à 12h30, mais on va quand même essayer de garder nos questions et nos réponses le plus court possible. C'est pas une porte ouverte parce que j'ai encore 7 questions. Alors, j'ai le député de Chaumédé. Merci. Bienvenue. C'est toujours agréable de vous rencontrer. Vous savez, vous nous apportez plusieurs solutions, mais il va falloir effectivement que le système suive. On peut avoir des tribunaux spécialisés, mais on n'a même pas de procureur spécialisé au Québec. Ouais. Fait que on a posé déjà la question au DPCP et il y a des procureurs intéressés. Il y a des gens qui sont venus nous voir puis qui nous ont dit, bon, peut-être des procureurs intéressés qui ont peut-être un petit peu plus d'expertise, mais j'ai pas de procureur spécialisé. Ça commence par là, parce que j'ai bien beau avoir le plus beau des systèmes, la plus belle cohérence, quand il va arriver la question des tribunaux ou du DPCP, si ça suit pas, on n'ira pas nulle part. Ça, c'est une constatation. Avant qu'on débute aujourd'hui, je voulais que vous nous parliez de votre projet de loi. Il y a 2 mesures qui ont tardé à être en application. C36 fête ses 5 ans aujourd'hui. En quoi ça peut nous aider dans les travaux qu'on fait à émettre certaines recommandations ou à faire en sorte qu'on puisse être complémentaire dans ces mesures-là, parce qu'on se souviendra tous, il y a un impact fédéral, particulièrement au niveau du code criminel, particulièrement au niveau de la judicialisation, qui est important. Mm-hmm. Et en quoi les mesures qui tardent ou les mesures qui viennent d'être appliquées, vous êtes la meilleure personne pour nous en parler. Bien, je vous remercie beaucoup de cette question et tout à fait, je vous dirais, la loi 452 a été mise en application en juin 2015. Et malheureusement, on a dû attendre juin de cette année, donc avant le début des élections, pour que 2 des dispositions de cette loi-là soient implantées.
Alors, c'est le renversement du fardeau de la preuve pour la traite des personnes, bien sûr, et la confiscation des fruits de la criminalité pour la traite des personnes. Donc, ce qui est formidable maintenant, à partir du moment où des policiers, procureurs portent des accusations de traite de personnes au Canada, ils pourront porter leurs preuves sans forcément avoir besoin du témoignage d'une victime. À partir du moment qu'ils ont assez de preuves, ils pourront déposer leurs accusations parce que, justement, le renversement de la preuve fait en sorte que c'est au trafiquant de démontrer qu'il ne vit pas des fruits du trafic, en fait, de ses victimes. L'autre élément intéressant que moi, je vous avoue, j'avais constaté sur le terrain, parce que c'est quand même une loi qui a pris 10 ans à être faite, j'avais constaté que, comme vous le savez, pour les gros trafiquants de drogue, on pouvait confisquer les fruits de la criminalité, mais pour les trafiquants d'humains, on touchait pas à leur argent. Donc, la traite était extrêmement payante pour eux autres. Et quand ils se faisaient pogner, parce que c'était difficile de faire la preuve, sans le témoignage d'une victime, ils avaient des petites sentences. Pas des fortes sentences. C'était pas très, on regardait les sentences et on se disait, mon Dieu, tout ce qu'il a fait, il a pogné 4 ans, il a pogné 5 ans, ou il a pogné 2 ans moins un jour. Bref. Le but de cette loi, c'était de rendre la traite moins payante. Avec ces 2 dispositions-là, les policiers ont maintenant les outils pour pouvoir porter des accusations, et lorsque ces personnes-là sont condamnées, on va pouvoir ramasser les fruits de leur criminalité, et nous pourrions même l'utiliser pour le fonds d'aide aux victimes d'exploitation sexuelle. Vous voyez, ça pourrait être une façon de le financer. Par contre, malheureusement, il y avait une 3e disposition dans cette loi-là, qui est les peines consécutives. Donc, il faisait en sorte, parce que d'où vient ça? D'où vient cet article-là? Il vient des victimes et il vient aussi des policiers. Parce que les gens disaient, mais écoute donc, on fait des enquêtes de plusieurs milliers de dollars, centaines de milliers de dollars, puis ces gars-là, ils arrivent, ils ont des petites sentences. Avec le 1.5, parce qu'ils étaient en préventif, on attendait, ils attendaient leur condamnation en prison, ils sont dehors. Alors, les victimes qui viennent de témoigner contre ce gars-là, vit dans la peur la plus terrible parce que ce gars-là, il est déjà sorti ou bien il va sortir dans quelques mois ou dans 1 an, il sera dehors. Parce que les peines n'étaient pas à la mesure des crimes commis. Deuxièmement, il y avait ce point-là. Mais deuxièmement, les victimes me disaient toujours, mais je comprends pas, on l'a accusé de traite de personnes, on l'a accusé de voies de fait graves, on l'a accusé de tentative de meurtre, il a été reconnu coupable pour les 3 accusations, le juge lui a donné des sentences pour les 3 accusations, mais on lui a donné la sentence la plus grande. Mais pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai revécu tout ça? Et là, maintenant, je vis dans la peur que ce gars-là, il sort. Alors, c'était payant, la traite. Parce qu'en plus, ça n'avait même pas des grosses sentences. Conséquemment, les peines consécutives, pour moi, c'était une évidence. Et en même temps, c'était pas des peines minimales. Donc, ça permettait au juge d'adresser quand même la sentence et d'avoir cette liberté d'adresser la sentence. Malheureusement, cette disposition de la loi 452 est toujours devra être mise encore en application par décret. Donc moi, j'invite le gouvernement du Québec à parler avec le gouvernement fédéral pour que on met en application cette disposition-là. Ça leur prendrait 5 minutes pour faire ça. Là, ça n'a pas besoin d'être rediscuté au Parlement. C'est juste un décret. Donc, je pense que c'est important. L'autre point que je voudrais revenir, que vous avez amené, celui des tribunaux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, un tribunal spécial, dans ma tête, à moi, c'était comme une évidence qu'on avait des procureurs, des juges spécialisés. On ne peut pas faire de tribunal spécialisé sans avoir des juges spécialisés. Pas juste des procureurs, des juges et des procureurs spécialisés. Et donc, moi, je pense que c'est tout à fait faisable à partir du moment qu'on a des procureurs et des juges qui sont prêts à ne faire que ça. On se rappellera qu'il y a des juges, sans qu'on dise que c'est des juges spécialisés, mais c'était des juges qu'on savait être spécialisés dans le crime organisé. Et ils faisaient que ça, presque. Donc, je pense que l'idée de mettre un tribunal est importante, mais il faut, bien sûr, que les juges et les procureurs soient formés pour ça. Ça demande une certaine expertise.
Merci beaucoup. Député de Lotbinière-Frontenac, s'il vous plaît. Bonjour. Moi, je voulais que vous nous parliez des centres jeunesse. Oui. Merci. Alors, écoutez, je vous dirais ce que j'ai constaté depuis plusieurs années, en fait. C'est que les centres jeunesse sont passés de zéro expertise en matière d'exploitation sexuelle à expertise dans certaines régions. On connaît tous très bien l'équipe Mobilis qui a vraiment en Montérégie cette expertise-là d'accompagnement, de suivi avec les jeunes. Donc, les centres jeunesse, au fond, et c'était dans leur règlement, en passant, je ne sais pas si ça a changé depuis, parce que je sais qu'il y a eu des discussions pour modifier certains règlements internes des centres jeunesse, et c'était dans leur façon de voir la prostitution, en fait, parce que c'est comme ça qu'ils le voyaient, c'était considéré comme problème de comportement. Et c'était écrit dans leur procédure. Il se peut que ça soit changé. Je pense qu'il y a eu des changements. Mais dans la culture, dans la façon de voir et de traiter les jeunes filles qui ont été exploitées sexuellement, qui ont été dans la prostitution, c'est toujours des traités comme si c'était elles qui avaient un problème de comportement. Donc, ces filles-là, ce qu'elles me racontent, c'est que quand elles sont dans ces centres-là, qui n'ont pas cette spécialisation, parce qu'il y en a qui l'ont, on leur demande d'être dans leur chambre, dans leur... elles disent nos cellules, c'est comme ça qu'elles le disent, et on nous demande de faire des réflexions. Tu veux que je fasse des réflexions sur quoi? Sur d'avoir été exploité sexuellement? C'est un peu illogique. Donc, les jeunes, là, ils sont pas fous, Alors, ça leur génère une colère, mais incroyable. Elle me dit, pendant que lui, là, il est encore en train de triper dehors, là, et puis il n'est pas encore arrêté, là. Moi, je suis en dedans, là. Je suis en dedans, c'est les mots, là. Comme si elle était en prison. Je suis en dedans, puis on me traite comme une criminelle. On ne me comprend pas. J'ai besoin d'avoir un psy, je ne l'ai pas. Ça prend du temps. Justement, pour l'aide spécialisée, les services spécialisés, vous avez dit tout à l'heure que ça pouvait prendre jusqu'à 6 mois pour voir avoir un psychologue. Ils n'ont pas de psychologue sur place? Il faudrait leur poser la question. Moi, c'est les témoignages que j'ai eus des parents et des victimes. Ça prend du temps pour avoir un psy, et le pire qu'ils ont vu, c'était 6 mois pour avoir un psy. 6 mois pour avoir un psy. Et le pire, je vais vous dire encore le pire que j'ai pu vivre avec eux, c'est que y a des parents qui sont venus me voir justement parce qu'ils voulaient que leurs enfants aient un service d'intervention avec quelqu'un qui connaît la dynamique, et l'enfant, parce que à Mourani Criminologie, on travaille avec l'acceptation du jeune seulement. Même si parfois on a des parents qui veulent, mais moi je leur dis, si ton jeune il veut pas, là, oublie ça, moi je travaille pas avec un jeune qui ne veut pas, ce qui est la logique même. Alors, j'ai des jeunes qui veulent être en suivi, j'ai des parents qui veulent être en suivi, et là, je me suis dit, peut-être c'est une question financière. J'ai des parents qui sont prêts à payer le suivi, et j'ai des intervenants qui refusent le suivi. Comment vous expliquez ça? C'est particulier, hein? Donc, non seulement je ne donne pas de service, mais j'accepte pas que des parents vont dans le privé pour avoir du service. Il y a un problème. Pourquoi on fait ça? Moi, je me suis posé la question, je ne suis pas capable de l'expliquer. À mon sens, quelqu'un qui a besoin d'un service, si le parent est prêt à payer pour, on ne demande pas au centre jeunesse de défrayer des coûts, là, c'est les parents. Donc, il y a... Est-ce que c'est le fait qu'on veut rester entre nous? Je ne sais pas. Je n'ai pas... J'ai du mal à répondre à ça. Pour moi, c'est incompréhensible. Et les parents ne comprennent pas. On leur dit, il faut même passer devant un juge. J'ai un parent qui m'a dit, il semble que je dois passer devant un juge pour que le juge, il octroie le service dans le privé. Je dis, non, mais c'est donc bien bizarre, cette affaire-là. Bref, il faut avoir des unités spécialisées avec des intervenants qui savent gérer ça, qui savent parler avec des jeunes qui ont vécu des viols collectifs. Je ne sais pas si on réalise, là. Moi, j'ai dans ma tête l'image d'une fille. Elle a été violée, là, et filmée. Ça a passé dans son école. Ça a quoi, 13 ans?
et ça s'en va au centre jeunesse et ça n'a pas le service. Puis que les parents veulent donner du service dans le privé, on leur interdit de leur donner du service. Qu'est-ce que vous croyez que ce jeune-là, cette fille-là, là, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête, là? C'est horrible. Donc, il y a des choses qu'on doit faire qui ne sont pas faites actuellement. Et les centres jeunesse sont tributaires de la protection de ces enfants-là, de ces jeunes filles-là, qui ne sont pas des filles à problème de comportement, qui sont des victimes et qui doivent être traitées comme telles, avec des plans de traitement, comme n'importe quelle victime. On va tenter en rafale. Député de Viau. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. Donc, je vais peut-être m'attarder dans un premier temps à une de vos recommandations qui m'interpelle beaucoup. C'est celle qui concerne les règlements municipaux. Oui. Connaissant la mobilité, on l'a vu dans cette commission, la mobilité de plusieurs des acteurs liés à l'exploitation sexuelle des mineurs, que ce soit les victimes elles-mêmes, et on nous dit aussi les proxénètes aussi. Comment vous voyez l'engagement des municipalités donc dans ce travail-là? Très bien, merci beaucoup. Je vous dirais, les municipalités sont parmi les premières sur les lignes de front. Pourquoi? Parce que c'est elles qui donnent les permis, bars de danseuses, qui donnent des permis de salon de massage, alors que sous l'appellation soins personnels. Donc, il n'y a même pas il n'y a même pas de catégorie de salon de massage. Donc, soins personnels, puis on se comprend, ils vont pas faire de la manicure, ok? Donc, là, c'est une fausse représentation. Donc, il y a des prête-noms, beaucoup de prête-noms dans ces permis-là, mais oublions les prête-noms, disons que les noms sont exacts. Ces personnes-là font des demandes pour des permis de soins personnels, font des salons de massage / bordel. On le sait, c'est à sa face même, c'est visible. Un inspecteur pourrait rentrer là-dedans à l'improviste et il verrait qu'il y a de la prostitution là-dedans. Il verrait que c'est pas des massages thérapeutiques. On retire pas les permis. Moi, je me suis fait dire, ah non, on peut pas retirer les permis tout simplement parce que on sait pas, ils vont nous prendre en cours. Il y a, excusez-moi l'expression, il y a un bordel dans l'octroi des permis. Il y a des municipalités ou des arrondissements qui vont être très stricts, qui vont pas donner de permis. Il y en a d'autres qui vont en donner sans même savoir si le gars il est dans le crime organisé, sans faire une simple enquête. Ils vont juste regarder le zonage, si tu as un bon zonage, ok, ah ouais, on donne permis. Donc c'est très aléatoire, dépendamment de la personne qui te reçoit, dépendamment de où tu es, etc. Donc, selon moi, dans cette stratégie nationale-là de lutte à la traite, il faut qu'il y ait quelque chose sur les permis. Est-ce que ça passe par une loi provinciale qui se décline après dans les règlements municipaux? Peut-être, c'est à vous de voir comment faire ça. Mais une chose est sûre, il faut un moratoire sur les bars de danseuses. Et il faut arrêter de donner des permis de salon de massage, qui ne sont pas des salons thérapeutiques et qui sont des bordels. L'autre affaire, c'est que dans ces 36, la publicité de services sexuels est interdite. Je ne vois aucune action à cet effet-là. Il va falloir faire ça. L'affichage. Il va falloir réglementer l'affichage. Ça va être une façon aussi de lutter. Donc, il y a plusieurs éléments importants à mettre en place. Et moi, je pense que les municipalités peuvent être des acteurs importants dans cette lutte à la traite. Et ils sont les premiers, le front line, comme on dit là. Ils doivent être impliqués là-dedans. Un autre enjeu, en fait, je pense qui apparaît et que vous mentionnez d'ailleurs dans votre mémoire, c'est sur le manque de données factuelles. Il y a un autre groupe qui était venu, je ne me rappelle plus lequel, qui était venu nous en parler, sur le fait qu'on a besoin de mieux comprendre cet enjeu-là. Et vous verrez ça, comment l'organisation de tout ça, un observatoire sur l'exploitation sexuelle, ou du moins un mandat qui serait confié à une institution. Comment vous verrez l'organisation de tout ça afin d'assurer une veille, pour assurer une bonne connaissance
qu'on puisse partager cette connaissance aussi. Oui, je vous avoue, ça pourrait être ça. Ça pourrait être un observatoire, comme on le fait par exemple sur l'observatoire de la radicalisation, etc. Il y a plusieurs thématiques qui sont abordées de cette manière-là. Je pense que oui, mais je pense aussi que cet observatoire devrait en tout cas avoir un mandat clair de collecte de données. Et de veille et aussi de renouvellement des données, parce que l'industrie du sexe, il y a une partie qui est très visible, mais il y a une partie qui est très clandestine, très underground, et c'est très aléatoire, ça varie beaucoup. Je vous donne un exemple. 1 mois ou 2 semaines avant la F1, vous allez sur le web, vous avez le double des publicités des agences d'escorte. Ça double d'un coup. OK? Je vous donne le 2018, si ma mémoire est bonne, qu'on a eu le G7 de Charlevoix, le G7 et la F1 en même temps. Je peux vous dire que le marché, la publicité là des services sexuels a triplé en seulement 3 semaines. Ce qui veut dire que si on fait une collecte de données à ce moment-là, on a une mauvaise image de la situation. Tout ce qu'on a, c'est on a une image de ce qui se passe quand on a des grands événements. C'est intéressant de le savoir, il faut le savoir, voyez. Mais si on veut avoir un portrait de l'industrie au Québec, il va falloir aussi faire attention à ça, ces moments où il y a comme une convergence de la prostitution vers Charlevoix ou vers Montréal, voyez. Donc tout ça, il faut tenir compte de ça dans les données. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ça soit une institution structurée qui suit et qui a l'expertise de la collecte de données dans un milieu qui tend à vouloir être clandestin. Ça veut dire que tu restes pas dans ta tour d'ivoire à collecter les données policières seulement ou les données de victimisation. Tu vas sur le terrain pour voir vraiment, tu fais des enquêtes de terrain. Donc, oui, il y a les collectes policières qui sont super importantes, les collectes de victimisation des différents groupes aussi. Il faut être en network avec tous les groupes pour savoir c'est quoi les clients qu'ils ont, combien de femmes, c'est quoi les âges, etc. Donc c'est toute une collecte de données qu'on doit faire et on doit avoir des équipes de chercheurs dans cet observatoire-là qui restent pas dans leur tour d'ivoire mais qui descendent sur le terrain et qui vont parler à ces filles-là, qui vont parler à ces jeunes-là et qui font des mini-recherches pour faire en sorte qu'on a un portrait le plus près possible d'une réalité. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière question, une toute dernière? J'aimerais passer. On va tenter deux derniers intervenants en 7 minutes. Député Dungavant, on va essayer de garder 3 minutes par question, s'il vous plaît. Mme Mourani, très intéressant. 2 questions rapides. Point de vue prévention, à court moyen terme, ce que j'entends, la répression sur le client, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui. C'est un des points importants. À long terme, comment vous voyez ça, vous, une prévention à long terme, mis à part la répression sur le client? Bon, la prévention, comme je vous dis, elle doit se faire avec les parents, avec les jeunes et aussi sur le client. Le client, on en a parlé. Il faut qu'on ait des campagnes de sensibilisation parce que pour toucher les jeunes au niveau prévention, on ne parle pas de réadaptation, etc. Prévention, c'est vraiment les campagnes de sensibilisation qui s'adressent aux jeunes. C'est l'éducation à la sexualité, mais l'éducation à connaître la pornographie, l'hypersexualisation, la prostitution au primaire, dès le primaire. Et on va au secondaire aussi. Donc, les enfants, il faut aller les chercher là où ils sont au moment où, ces proxénètes-là vont les chercher. Ils vont les chercher 10, 11 ans pour les préparer justement ils préparent la matière première là qu'ils vont exporter à 12, 13, 14 ans là. Donc, il faut que nos enfants soient au courant de ça avant que ces gars-là entrent en scène. Et moi, je préconise que ça pourrait se faire dès l'âge de 10 ans. L'éducation à l'école. Oui, c'est très important. Dernière question rapide encore. Votre travail fait en sorte que vous êtes capable de cibler les endroits où se passe l'exploitation sexuelle. Vous avez mentionné la F1, le motel moyen, bar de danseuses, salon de massage, hôtel 5 étoiles, réseaux sociaux, les casinos. Les casinos, c'est beaucoup le moyen de blanchir l'argent. Blanchir l'argent, beaucoup plus que du recrutement, parce que vous n'avez pas de jeunes dans les
Mais au niveau exploitation sexuelle? Oui, personnellement, sur le terrain, je n'ai pas entendu de recrutement au casino. Mais il se peut, parce qu'ils vont... je vous donne un exemple. Les proxénètes vont aller dans le casino pour blanchir l'argent. Donc, s'il est au bar, il voit une fille qui est belle, puis qu'il peut lui faire la tête comme eux, ils disent, il va la recruter comme ça. Il y a des filles qui se sont fait recruter dans des bars, dans les nightclubs. Donc, le casino est tout à fait potentiellement un lieu aussi. Mais est-ce que c'est un lieu privilégié pour aller recruter? Moi, je l'ai pas entendu sur le terrain. Mais c'est un bon lieu pour blanchir. Pour aller chez le client? Pardon? Oui, mais ça peut. Il y a des filles qui peuvent aller. Les filles vont aller partout. Ils vont aller dans les bars des hôtels. Parfois, ils n'ont même pas besoin d'aller nulle part. On les appelle. C'est des agences d'escorte sur le web. C'est ça que maintenant qui est devenu très, très, très populaire. Ça peut se faire n'importe où. Ça peut être dans n'importe quel bar. Ça peut se faire dans des restaurants. Le recrutement, pas le recrutement pour rentrer dans la prostitution, mais le recrutement de clients. Ça dépend où la fille est, ça dépend où le proxénète est. Mais l'Internet est le plus facile. Et les références d'agences d'escorte, c'est juste un coup de téléphone. Parfait. Merci beaucoup. Et député de Notre-Dame-de-Grâce. Je ferai ça rapidement parce que c'est fascinant, c'est formidable. Je ne pense pas que ce sera la dernière fois qu'on va vous consulter pour faire nos recommandations. La prévention, je vais aller dans le même sens. On a entendu, Kathleen Quinn de Edmonton qui nous a parlé de ce programme, les John Schools, que l'empathie peut se développer, puis on peut travailler l'empathie chez l'être humain, chez l'homme. Ça peut être le garçon, l'ado, l'homme. Et que c'est un outil qui est très fort et que ça donne des résultats. J'ai trouvé ça intéressant. C'est la première fois qu'on entendait que peut-être une approche psychologique, au-delà de shaming, qui est vraiment l'autre qui fonctionne bien. On a aussi entendu de quelqu'un qui est venu ici, puis elle n'a pas raconté l'histoire qu'elle nous a racontée dans le cadre d'une formation qu'on a eue ici à Québec. Quelque chose qui m'a vraiment choquée, je n'irai pas dans les détails de l'histoire, est très jeune, parce qu'ils sont exposés à la pornographie, comme vous l'avez dit. Ils sont comme la fille, c'est le objectify, je sais pas le mot en français, mais donc c'est comme un outil, c'est un objet. Là. Il n'y a pas d'être humain derrière, mais que certains, donc quand ils sont enfants, non, ils n'ont pas ces idées-là. Mais c'est par des influences, et là, donc, vous l'avez mentionné, donc il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. La prévention. Et les familles, les réponses ne sont pas claires sur les parents et les conditions familiales. Certains ont mis l'accent sur la pauvreté, etc. Mais on sait très bien on a entendu dans notre formation, s'il y a des couples, l'avocat, etc., ils savent pas ce qui se passe, ils sont déconnectés. Certains policiers nous ont dit, ou un expert, un académique, il dit, il y a un âge, il y a l'âge d'adolescence qui est, il y a une susceptibilité, c'est délicat. Vous, dans votre expérience, les parents, les types de parents, les milieux familiaux, parce que nous, on devra aussi aller surtout sur cette prévention primaire, vraiment, là, avant que les choses détériorent, et autant chez Et c'est pas l'éducation sexuelle nécessairement à l'école, à moins qu'ils aillent vraiment dans le profond. C'est relations parents-enfants. Oui, 2 minutes, d'accord. Vous avez toutes sortes de parents. Donc, moi, j'ai rencontré des familles, oui, il y avait des familles dysfonctionnelles, mais il y avait aussi des parents, comme vous le dites, là, avocats, journalistes et autres. Donc, des gens qui ont un certain niveau social. Selon ce que moi j'ai pu observer, ça avait l'air des parents quand même équilibrés. Il ne semblait pas avoir d'inceste, d'agression sexuelle, de violence intrafamiliale, etc. Donc, c'est toutes sortes de familles qui peuvent avoir à vivre ça. D'ailleurs, je trouve que lorsque je suis avec des familles qui ont vraiment, comme on dit, pas avec beaucoup de problèmes, c'est eux qui sont les plus dépassés. Parce que c'est comme ils s'y attendaient pas. Donc, moi, ce que je vous dirais, ce que je constate, c'est que les parents sont dépassés parce que ils pensaient tellement pas que ça pouvait leur arriver qu'ils n'ont même jamais parlé de ces problèmes-là. Alors, quand tu ne parles pas de ça, l'enfant, il sait pas.
Donc, quand le proxénète l'approche, il sait pas, c'est pas un proxénète pour lui. C'est l'amour de sa vie. C'est son chum, c'est son copain, c'est sa copine qui va l'entraîner à. Donc, faut pas imaginer que dans ce milieu-là, c'est marqué proxénète ici, puis on les voit arriver. Pas du tout. Ils savent très bien faire la tête à une fille. C'est des beaux parleurs, des cruisers. Parfois, c'est des filles qui vont recruter d'autres filles. Donc, ils ont des moyens. Et moi, je trouve que que j'aimerais amener, c'est l'empathie que vous parlez. Moi, ce que je dis aux parents, ton enfant, là, dès qu'il commence à parler, il doit se sentir à l'aise de te parler. Parce que quand viendra un problème, même si tu as tout fait pour pas qu'il y ait ce problème-là, quand il y aura le problème, il va te parler. Il faut ce lien-là. Mais ça, c'est pas un gouvernement qui peut... Ça, c'est les parents. Donc, c'est beaucoup de prévention auprès des parents, de comment être avec ses enfants, comment être proche des enfants. Parce que moi, vous voyez, les victimes que j'ai rencontrées, j'ai constaté qu'il y avait un point de basculement. Ce point de basculement, lorsqu'il va y avoir l'hameçonnage, c'est-à-dire où il va y avoir la lune de miel, etc., il va y avoir une résistance chez certaines filles qui n'ont pas forcément des valeurs de l'argent et de la prostitution. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire en sorte qu'elles subissent un viol. C'est le viol qui est le basculement. Et souvent, les filles ne vont pas en parler à leurs parents. Et c'est le fait que le viol n'est pas traité qui fait que la personne va se sentir tellement rien qu'elle va se dire « il a raison, je devrais le faire pour l'argent, je ne suis rien, je suis un déchet ». Le viol est quelque chose de très important dans le recrutement. Il fait partie du dressage. Et je dis le dressage parce que c'est ce qu'ils font. Ils dressent la personne de tel point qu'elle va même aller à Toronto se prostituer. Il n'a même pas besoin d'être là-bas pour la regarder. Merci beaucoup, Mme Mourani. Merci infiniment pour votre aide à nos travaux. Nous allons suspendre la commission. Retour en travaux à 15 heures. Merci infiniment.